Comment la conscription fonctionnera? La conscription, sous une forme ou une autre, a été utilisée par les nations pour remplir les rangs de leurs forces armées depuis très longtemps dans l'histoire. Et bien que très controversée, c'est une pratique qui continue jusqu'à ce jour. Dans le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie, les deux parties ont utilisé la conscription pour renforcer leurs effectifs. En Ukraine, des lois ont été promulguées pour exiger que tous les hommes âgés de 18 à 60 ans s'inscrivent à la conscription, bien que seuls ceux âgés de 27 à 60 ans étaient initialement susceptibles d'être appelés pour le service. Face aux pertes récentes, cet âge a été abaissé à 25 ans début 2024. Les femmes avec une formation médicale doivent aussi s'inscrire, mais sans obligation de servir. Mais tout le monde ayant des qualifications médicales peut s'attendre à être appelé à servir en cas d'urgence nationale. De l'autre côté, la Russie a également eu recours à la conscription. Dans une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2024, tous les hommes russes, âgés de 18 à 30 ans, sont tenus de servir pendant 1 an dans les forces armées russes, une augmentation par rapport à la limite d'âge originale de 27 ans. En juillet 2024, environ 150 000 hommes ont été recrutés ainsi. Selon la loi russe, ces hommes ne doivent pas être envoyés hors de Russie, libérant ainsi d'autres unités professionnelles pour le service en première ligne, bien qu'il y en ait certains qui ont été envoyés en Ukraine, prétendument par erreur. Il y a d'autres violations signalées de cette politique, mais celles-ci sont difficiles à confirmer ou à démentir. Ces politiques sont controversées, pour le moins qu'on puisse dire, avec des deux côtés voyant un grand exode d'hommes en âge militaire quittant leur pays. En Ukraine, un récent sondage a révélé que l'insoumission était acceptable selon 46% des répondants, et un quart n'était pas sûr. En Russie, quitter le pays après une convocation au service militaire est un crime. Malgré l'impopularité de la pratique, les deux parties continueront sans doute à compter sur la conscription pour remplir leurs rangs jusqu'à la fin du conflit. La conscription, qui remonte à l'Antiquité, a été utilisée pendant des millénaires par presque toutes les grandes puissances mondiales depuis lors, comme mentionné précédemment. Lors des 2 guerres mondiales, les pays belligérants ont subi de lourdes pertes militaires, les obligeant à instaurer des mesures strictes pour reconstituer leurs effectifs. Quand il n'y avait pas assez d'hommes prêts à servir volontairement, ils ont eu recours à la conscription. Après les guerres mondiales, le besoin de soldats a disparu, mais de nombreuses nations ont encore recours au service militaire obligatoire, et la peur de la conscription pèse toujours sur beaucoup à ce jour. De nombreux pays obligent encore leurs citoyens, principalement les hommes, à effectuer un service militaire, qu'ils le veuillent ou non. Environ 85 pays ont une forme de service obligatoire. Dans certains cas, c'est une réponse à la menace, toujours présente, de la guerre, comme en Corée du Sud, qui exige que tous les hommes en bonne santé, âgés de 18 à 36 ans, subissent une formation militaire en défense contre leurs voisins du Nord. Pour d'autres nations, c'est une question de sécurité nationale, même lorsqu'il n'y a pas de menace spécifique. La Suisse a eu recours à la conscription pour sa population masculine depuis 1848, et continue de le faire aujourd'hui, bien qu'elle n'ait pas réellement participé à une guerre depuis des siècles. Étonnamment, c'est une politique populaire, et une source majeure de fierté et d'identité nationale suisse. En 2013, un référendum visant à éliminer le service obligatoire a échoué avec plus de 73% de la population, en faveur du maintien du système. Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni a continué la pratique de la conscription, afin de garantir suffisamment de main-d'œuvre pour leur armée, qui était nécessaire dans des endroits comme l'Allemagne occupée, le Moyen-Orient et l'Inde. En 1947, le Parlement a adopté la loi sur le service national. Cela exigeait que tous les hommes physiquement aptes entre 17 et 21 ans servent dans l'armée pendant 18 mois, bien que cela puisse être différé pour les étudiants universitaires et les apprentis. Après ce service, ils seraient placés dans la réserve pour 4 ans. Au total, environ 2 millions d'hommes ont été conscrits ainsi jusqu'à l'abrogation de la nouvelle loi en 1960. Bien que ceux qui avaient des sursis aient encore dû servir, les derniers appelés du service national ont été libérés en 1963. La formation de 6 semaines s'est concentrée sur l'entraînement rapide des hommes. Les logements pouvaient en varier, mais étaient généralement de moindre qualité, et le salaire des conscrits était une fraction de ce que l'homme britannique moyen gagnerait à cette époque. Après leur formation, la plupart de ces hommes ont été envoyés dans des garnisons à travers le monde. Ces secteurs pouvaient être relativement paisibles, comme l'Allemagne, mais pouvaient aussi être des zones de guerre actives, comme Chypre, l'urgence malaise et la crise du canal de Suez. En 1950, la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud, et les troupes britanniques ont rejoint la force d'intervention de l'Organisation des Nations Unies. En raison de l'engagement britannique dans la guerre de Corée, la durée du service militaire est passée de 18 mois à 2 ans.
Au total, 395 conscrits britanniques ont été tués au combat dans diverses zones de guerre à travers le monde de 1947 à 1963, et beaucoup plus ont été blessés. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont également maintenu un système de conscription, communément appelé le draft, la loi sur la formation et le service sélectif, qui a consacré des millions d'hommes pendant la Seconde Guerre mondiale, devait expirer en 1947, bien que le Congrès, à la demande de Harry Truman, ait renouvelé la loi en 1948. Cette mesure temporaire devait expirer en 1950, mais a été reportée à cause du début de la guerre de Corée. 1,5 million d'hommes ont été recrutés pour combattre dans le conflit, avec un autre 1,5 million envoyé pour servir dans les devoirs d'occupation en Europe et en Asie, entre 1954 et 1961. L'un de ces hommes était peut-être l'artiste le plus célèbre du monde à l'époque, Elvis Presley, qui a servi entre 1958 et 1960, et faisait partie de la 3e division blindée en Allemagne de l'Ouest. Avec leur implication croissante au Vietnam, les États-Unis ont à nouveau recouru au service militaire obligatoire pour disposer de suffisamment de soldats dans le conflit. Dans une tentative de maintenir un certain degré d'égalité, une loterie serait organisée, dans laquelle les dates de naissance et les numéros seraient choisis au hasard, en pleine vue des fonctionnaires du gouvernement, des observateurs et des médias pour garantir la transparence. Si un homme était appelé, il serait enrôlé dans l'armée. Il y avait quelques sursis, en raison du statut, comme être étudiant à l'université, avoir des problèmes médicaux ou une situation familiale. Bien qu'il soit aussi équitable que possible, puisque les numéros étaient attribués par hasard, la conscription était profondément impopulaire, et les manifestations anti-conscription étaient la pierre angulaire du mouvement anti-guerre en constante expansion qui a saisi la nation alors que la guerre se prolongeait. À la fin de l'implication de l'Amérique dans le conflit, 17 671 conscrits avaient été tués dans le conflit, soit environ 30% du nombre total de pertes. La conscription était si impopulaire et avait un tel effet sur la conscience publique qu'en dépit des nombreux conflits auxquels les États-Unis se sont engagés depuis le Vietnam, tous ces conflits ont été menés par des volontaires. Malgré le maintien d'une armée de volontaires, les États-Unis maintiennent toujours le système de service sélectif, exigeant que tous les hommes âgés de 18 à 26 ans s'inscrivent pour un tirage au sort, si le besoin se fait sentir. Bien que le service militaire obligatoire ait été mis en œuvre sous une forme ou une autre depuis l'Antiquité, son utilité fait l'objet de vifs débats. Ceux en faveur de la conscription croient qu'elle fournit non seulement la main-d'œuvre nécessaire en temps de crise nationale, mais favorise également un sentiment de patriotisme, de devoir et de but pour ceux qui sont appelés, et inculque une discipline très nécessaire dans la vie d'une personne. On croit que les leçons apprises dans l'armée se répercuteront sur la vie civile, améliorant les perspectives à long terme à la fois du conscrit et de la nation dans son ensemble bien après la fin du service. Pour ceux qui s'y opposent, il y a un argument selon lequel il est immoral de forcer quelqu'un à servir contre sa volonté, le contraignant à risquer sa vie, ainsi qu'à subir des préjudices corporels graves et un traumatisme psychologique pour une cause en laquelle il ne croit pas. Il y a aussi une préoccupation pratique. Ceux qui sont forcés de se battre contre leur volonté sont évidemment démotivés et ne sont pas engagés envers la cause. Leur état d'esprit est un potentiel handicap dans une zone de combat. Personne ne veut partager une tranchée avec quelqu'un qui n'est là que sous la contrainte. Voici les mots d'un soldat ukrainien dans le conflit récent. Je cite, « Nous voulons toujours que les gens s'engagent volontairement, car il y a une grande différence entre quelqu'un qui a été enrôlé dans l'armée et quelqu'un qui est allé défendre sa patrie. Le désir de combattre l'ennemi est crucial, en plus de la formation, de l'équipement et de la préparation. Tout au long de l'histoire, les conscrits ont servi avec distinction et bravoure, et certains ont même dépassé l'appel du devoir. Malgré cela, l'appel des récalcitrants à servir est une pratique controversée. Dans le climat géopolitique instable actuel, on craint que des conflits à grande échelle n'éclatent, obligeant les nations à recourir à la conscription de leurs citoyens. Que ce soit une peur infondée ou une réalité potentielle, ce qui est certain, c'est que la peur de la conscription pèsera lourdement dans l'esprit de beaucoup de gens à travers le monde.